toutes et à tous et bienvenue dans Génération Laudato Si, l'émission qui vous parle d'écologie intégrale et des défis d'aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver au cœur de Paris, ici au Forum 104, un lieu de dialogue culturel et religieux, pour parler du dialogue justement entre l'écologie et la technique. Actuellement, le développement extrêmement rapide de technologies en tout genre, telles que ChatGPT, suscite peut-être chez vous de la fascination ou de l'inquiétude. Face à la crise climatique aussi, nous entendons de plus en plus souvent dire que la technique va pouvoir nous sauver. Mais est-ce vraiment le cas? Je vous propose d'en parler tout de suite avec nos deux chroniqueurs, Sœur Noélie et Martin Monti-Lalombi. Je vais les retrouver. Martin Monti-Lalombi est journaliste pour la revue Projet, une revue jésuite centenaire et réalisateur de documentaires. Martin anime aussi le podcast Deux pieds dans le bénitier, un programme très inspirant pour comprendre l'actualité avec un regard catho. Militant associatif, Martin fait aussi partie du conseil d'administration des Scouts et Guides de France. Sœur Noélie Djemadoumbay est originaire du Tchad et religieuse Xavier. Géographe urbaniste, elle a décidé en 2017 de poursuivre ses études en France à la faculté Loyola à Paris. Sœur Noélie est aujourd'hui doctorante en théologie morale. Son travail de recherche porte sur la formation morale des sujets en contexte de crise écologique. Bonjour Martin. Bonjour Claire. Bonjour Sœur Noélie. Bonjour Claire. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous pour cette émission sur l'écologie et la technique. Je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet et qu'on aille s'installer en plateau. Parfait. On y va? On te suit. C'est parti. Sœur Noélie, Martin, les concepts de technologie et de technique sont un peu flous pour la plupart d'entre nous. Je vous propose qu'on prenne la définition de Jacques Ellul, grand penseur de la technique, sociologue et théologien protestant. Pour Jacques Ellul, la technique, ce sont les outils de production qui sont rassemblés, organisés et animés de manière à remplacer l'homme dans un certain nombre de tâches. Alors, on va partir de cette définition-là. Vous, quel rapport vous entretenez à la technique, Noélie? Alors moi, je peux dire que j'ai un double rapport à la technique. D'abord, un rapport d'émerveillement. Je me rappelle avoir passé des examens médicaux assez récemment et j'étais vraiment émerveillée de voir ce qu'on peut faire avec la technique pour la santé, améliorer la santé des personnes. Et en même temps, dans d'autres domaines, ça me laisse vraiment perplexe et même avec une certaine peur. Par exemple, dans le domaine de l'armement et même la découverte des autres planètes. Je n'arrive pas à suivre, à vrai dire. Et toi, Martin? Ouais, c'est vrai, moi je dirais peut-être dépendant conscient. Enfin, en tout cas, c'est vrai que la technique, conscient. Okay. Ça filtre beaucoup dans nos usages du quotidien. Et c'est assez dur, en fait, de s'en passer, ou en tout cas, quand on a commencé à y goûter. Enfin, je pense au smartphone ou à tous nos groupes de conversation, finalement, via des applications qui ne se privent pas de nous prendre nos données. J'ai conscience de tout ça, de ce que ça, des conséquences que ça a comme impact. Mais c'est vrai que finalement, le coût social de s'en retirer est quand même très, très fort. Donc, c'est pas évident, c'est assez, un peu perplexe, comme Noélie peut le dire. Je trouve ça aussi très pratique au quotidien. Donc, c'est vraiment un peu cette tension-là qui m'habite quand je pense à la technique. Ouais. De tension, oui. Alors, comme chrétiens, quel rapport devons-nous entretenir à la technique? Justement, cette question du rapport entre l'Église et les sciences, c'est la vocation du Centre Théard de Chardin, en région parisienne, au cœur du pôle universitaire de Paris-Saclay. On va écouter le père De Gaulle, qui est jésuite et directeur du centre. L'Église catholique, je crois, se met en dialogue avec le monde scientifique pour deux raisons. D'abord, elle a besoin, pour dire quelque chose de pertinent, de comprendre ce qui se passe. Et les évêques n'ont pas, dans leur formation théologique, n'ont pas de formation à ce que c'est que l'intelligence artificielle ou au problème d'écologie. Avant de dire une parole magistérielle de type prescriptif, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous ne devez pas faire, faut d'abord s'informer. Le pape, quand il écrit Laudato Si, en fait, il y a un énorme travail d'information et de synthèse que d'ailleurs beaucoup d'écologistes ont reconnu comme de grande valeur. Et en même temps, nous pensons que la tradition spirituelle de l'Église peut aider les gens du monde scientifique à penser ce qu'ils font. Et je crois que ces questions, c'est important que l'Église les pose. Pour qu'elle puisse les poser à bon escient, il faut en même temps qu'elle rentre en dialogue, qu'elle rentre en conversation. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos du père De Gaulle, Martin?
Ce que je trouve très intéressant, c'est effectivement quand il parle de dialogue. Moi, je pense que vraiment, l'Église peut se permettre d'intervenir, ou en tout cas d'aller discuter sur de nombreux sujets, donc par exemple notre rapport à la technique. Mais évidemment, ce qu'il dit avant de dire ce qu'il ne faut faire ou pas faire, ce qu'on peut reprocher parfois à l'Église d'être un peu dans des positions de surplomb, c'est important d'aller discuter avec les personnes et de comprendre ce qu'ils font. Et oui, je pense que, comme dit Martin, la question du dialogue, c'est vraiment, le dialogue, c'est une notion clé. Et le pape François le dit même, face à la crise écologique, aucune sagesse, aucune science ne peut prétendre avoir la solution. Donc nous avons vraiment de dialoguer, de mettre en dialogue plusieurs rationalités et pour arriver à frayer un chemin vers un avenir commun. Alors, on le sait, aujourd'hui, il y a la mauvaise utilisation de la science et des techniques depuis la révolution industrielle est vraiment la cause de la dégradation de notre planète. Pourtant, en tant que chrétien, on a quand même l'impression que le débat autour des technologies et de la technique est un débat compliqué, ça va très vite, on est peut-être un peu mal à l'aise. Est-ce qu'on a l'impression, selon vous, qu'on manque de critères de discernement ? Je ne sais pas si c'est un manque de critères de discernement. Ce qui est compliqué pour moi avec la technique, c'est qu'on a un peu l'impression de nous imposer de l'extérieur, du haut, une espèce de... comme si c'était une fatalité. Et je pense qu'il n'y a aucune technique n'est une fatalité en soi, que ce soit le nucléaire, la 5G, tout ça devrait faire en fait l'objet de débats démocratiques. On nous parle du progrès, comme si c'était un peu une ligne droite vers une direction qui serait connue de tous et de toutes. Mais en fait, finalement, le progrès, c'est que le déplacement d'un point A vers un point B. Et ce qu'on manque un peu peut-être dans notre société, c'est de décider ensemble quel est ce point B qu'on veut atteindre et qu'on a plutôt l'impression qu'on nous impose. Et c'est là où je rebondis sur ce que tu disais, Noélie, au début d'émission, sur la perplexité. C'est là où on peut se sentir aussi un peu dépassé et se dire que peut-être qu'on ne prend pas la bonne direction. Quand on parle de dialogue et en tout cas de clés de discernement, ça me semble très important pour justement décider collectivement d'où est-ce qu'on veut aller. On va justement pouvoir en parler. Vous l'avez dit, tout n'est bien sûr pas jeté dans la technologie, mais face à la crise environnementale à laquelle nous sommes confrontés, il ne faut pas non plus être naïf sur les dangers qu'elle peut représenter, notamment. Alors, comment avoir un rapport plus ajusté à la technologie ? On en parle tout de suite avec Sœur Noélie et Martin. Martin, alors... on va commencer avec toi. En matière d'écologie, est-ce que tu penses que le technosolutionnisme peut nous sauver ? Alors, je dirais donc pas du tout. Enfin, en fait, Okay. le technosolutionnisme, c'est un mot qui a été inventé par les mouvements écologistes, en fait, justement, pour dénoncer cette fascination que certains ont avec la technique, finalement. Et moi, quand j'entends parler de technosolutionnisme, je vois plutôt une sorte presque de négation, en fait, du bouleversement écologique qu'on est en train d'affronter, voire même un peu de cynisme, finalement, de la part de celles et ceux qui voudraient, qui utiliseraient la situation dans laquelle on est pour faire du profit. Alors après, si le technosolutionnisme, pour moi, n'est pas une bonne chose, ça ne veut pas dire que la technique ne peut pas être intéressante. Et je pense qu'il faut plutôt se poser la question en comment la technique peut nous aider, sans être la solution, mais comment est-ce qu'elle peut nous aider à affronter tout ça. Et pour ça, je pense qu'il faut prendre quelques précautions malgré tout. Il faut prendre quelques précautions, tu dis. Lesquelles, par exemple ? Tu aurais des exemples concrets ? En exemple, si on prend par exemple les émissions de gaz à effet de serre, qui sont la principale cause du dérèglement climatique dû aux activités humaines, aujourd'hui, en termes de technique, on cherche à développer des systèmes de technique qu'on appelle de captation et de stockage du CO2. Alors on viendrait chercher directement le CO2 à la sortie des cheminées, ou même avec des grands aspirateurs, on chercherait à l'aspirer de l'atmosphère pour l'injecter profondément dans les sols. Et donc ces techniques, aujourd'hui, elles n'ont pas forcément fait leurs preuves en termes de captage de CO2. Par contre, elles captent énormément d'argent public et elles font l'objet d'intenses débats. Ça a été l'actualité récemment à la COP28 à Dubaï. Et qui défendait ces techniques ? C'était les pays pétroliers, en fait. Parce que c'est un moyen pour eux de ne pas réinterroger leur modèle économique et social et de continuer finalement à faire ce qu'ils font toujours, c'est-à-dire exploiter du pétrole. Ouais. Alors malheureusement, à la fin de la COP28, l'accord final ne ferme pas complètement la porte à ces techniques, donc c'est encore un sujet important. Et voilà, pour moi, c'est ça un exemple, une précaution à avoir, c'est de se dire que
En fait, les techniques, il ne faut pas se réfugier derrière les techniques pour s'empêcher d'interroger le modèle dans lequel on évolue par rapport au dérèglement climatique qui est le nôtre aujourd'hui. Alors j'entends ce que tu dis, pourtant il y a quand même certaines techniques aujourd'hui qui nous permettent de moins polluer. Elles existent? Oui, alors tout à fait. Et encore une fois, un peu de prudence. Si on s'intéresse à l'histoire des techniques, là, par exemple avec les travaux de l'historien François Jarige, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on a qu'on a développé une nouvelle énergie, on pensait que ça serait pour en remplacer une précédente, mais en fait, elles se sont additionnées. Si on prend le charbon, le pétrole, l'électricité, aujourd'hui, on a les trois. Et en fait, c'est ce qu'on peut appeler l'effet rebond. On développe une technique qui nous permet de moins polluer, mais en fait, on en profite pour consommer plus. Si on prend les voitures, c'est exactement ça aujourd'hui. En fait, on sait faire des moteurs qui polluent beaucoup moins qu'il y a quelques années, mais pour autant, on fait des voitures beaucoup plus grosses, beaucoup plus lourdes, donc on pollue toujours autant, voire même plus. Parce qu'en fait, la voiture, c'est un moyen de transport, mais c'est aussi et surtout un marché, et que pour continuer à se développer, elle a besoin de nous proposer de nouveaux produits. Donc aujourd'hui, c'est les SUV, on nous propose quelque chose de mieux, soi-disant mieux, de plus gros, plus puissant. Enfin voilà. Et donc, l'avancée technique, en fait, ne nous sert pas à moins polluer, mais peut-être à plus consommer finalement. Et là, je prenais l'exemple des voitures, mais c'est pareil avec les voitures électriques. Je pense que ça peut être un formidable moyen de se déplacer en émettant beaucoup moins de dioxyde de carbone, mais finalement pas de la manière dont on nous les propose aujourd'hui, parce que c'est toujours des voitures grosses, puissantes. En fait, on veut aller plus vite, plus loin, alors que la plupart de nos déplacements, finalement, se font sur des petites distances qui sont limitées en termes de vitesse. Et pareil, toujours sur une propriété individuelle, alors qu'il faudrait plutôt imaginer des voitures électriques qui pourraient être en autopartage, plus petites, évidemment, pour aller combler les espaces qui seraient faiblement équipés en transport en commun. Donc, ce que tu nous dis, Martin, en fait, c'est que l'innovation technique, elle peut être intéressante si et seulement si elle s'accompagne d'un changement de modèle plus global, en fait. Oui, en tout cas, c'est ce que je pense, c'est ce que je crois. Pour moi, les innovations techniques n'ont de sens que si elles nous aident à faire évoluer notre modèle, mais de manière globale. Le pape François nous dit qu'il faut sortir du paradigme technocratique. On va en parler justement, juste après. Oui, tout à fait. Je pense que c'est important. Et en fait, pour moi, c'est une invitation vraiment à lier innovation technique et innovation sociale. Un petit exemple pour terminer avec les low-tech, qui sont ces techniques qu'on oppose au high-tech, à la haute technologie, qui sont en fait des objets beaucoup plus simples, moins énergivores, réparables, et qui donc nous permettent un peu de nous réapproprier les objets qu'on utilise au quotidien. Je pense que par exemple, les low-tech peuvent nous aider, c'est des techniques qui peuvent nous aider à avoir un meilleur rapport à l'environnement et à abandonner un peu ce mythe de la puissance et de l'autonomie que la société nous propose pour quelque chose une société beaucoup plus simple et plus basée sur le partage. Ok, sœur Noélie, justement, qu'est-ce que nous dit le pape François de son côté sur la technique? Alors, le pape François, il reconnaît tout à fait l'apport positif de la technique, mais en même temps, il appelle à la lucidité, parce qu'il dit que les objets techniques ne sont pas neutres. Donc, le point de départ, il faut avoir cette lucidité et reconnaître que ces produits ne sont pas neutres, qu'ils s'érigent finalement en un système qui conditionne les styles de vie. Martin disait tout à l'heure en introduction qu'il est un dépendant conscient. Voilà. Donc aujourd'hui, les petites choses du quotidien, nous voyons combien nous sommes conditionnés par ces objets. Et donc, vraiment avoir cette conscience que ce n'est pas neutre. Et une fois que nous avons dit que ce n'est pas neutre, c'est qu'est-ce qui va nous permettre d'utiliser au mieux ces objets qui sont à notre disposition pour notre vie, pour notre épanouissement. Et donc, pour cela, la voie chrétienne, la norme par excellence, c'est l'amour. C'est l'amour qui est vraiment le critère pour discerner l'usage de ces produits dans nos vies. Est-ce que la technique est au service de l'épanouissement de la vocation humaine, qui est la vocation à l'amour, puisque nous sommes faits par amour et pour l'amour? Alors, tu nous parles de l'amour comme critère de discernement vis-à-vis de la technique. C'est très beau, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on l'applique dans notre vie quotidienne, ce critère? Par exemple, dans la vie chrétienne, l'amour est libre et libère. Et du coup, ça nous permet de nous interroger, est-ce que le produit que j'utilise me rend libre
ou rend aussi les autres avec lesquels je suis en relation libres, ou les enferme, les rend esclaves. Est-ce que ça me rend esclave? Est-ce que les produits que j'utilise me permettent quand même d'avoir une vie contemplative ou d'être toujours dans l'accélération, avoir toujours le dernier mot? Est-ce que les produits que j'utilise me permettent d'être en relation? Parce que l'amour est toujours en sortie. Le Dieu amour est ce Dieu qui sort toujours, allant à la rencontre de l'homme, allant à la rencontre de tout le créé. Donc, est-ce que cela m'aide à me tourner vers les autres et à aller vers les autres, ou bien à avoir plutôt une attitude autoréférentielle? Est-ce que cela m'aide ou nous aide à construire le bien commun, ou plutôt à chercher l'intérêt personnel? Ce sont autant de critères que nous pouvons énoncer. Est-ce que ce que nous utilisons est au service de la gratuité, ou bien c'est toujours le dû, c'est quelque chose qui m'est dû, que j'achète, la financiarisation de tout ce que nous avons. Voilà, et quelques critères que nous pouvons énoncer. L'amour libère, l'amour contemple, l'amour est gratuit, l'amour est au service du soin, l'amour est compatissant. Nous pouvons citer l'hymne de Saint Paul à l'amour premier aux Corinthiens. Nous pouvons avoir toutes les meilleures technologies du monde, mais s'il nous manque l'amour, nous ne sommes rien. Je trouve ça très beau, vraiment. On l'a vu, on l'entend dans ce que vous dites. La technique ne doit pas nous aveugler. C'est Martin qui nous disait ça, face à la nécessité de changer de modèle de société. Mais la technique bien utilisée peut vraiment être mise au service de la dignité humaine, de l'amour. Mais alors, comment ça se passe très concrètement? On en parle tout de suite. Nous allons retourner sur le plateau de Saclay au centre Teilhard de Chardin, qui accueille de grandes universités françaises et où sont rassemblées plusieurs aumôneries catholiques. Nous sommes allés à la rencontre de ces étudiants. Sont-ils intéressés par l'écologie intégrale? Je propose de regarder ce reportage de Naoki Lambeza. Le centre Teilhard de Chardin, c'est une intuition qu'a eu Monseigneur Dubost, qui était évêque d'Évry, dès que les projets de l'État ont été connus. L'État a décidé de regrouper une grande partie des grandes écoles scientifiques et de la recherche française sur le plateau de Saclay. Donc il fallait un lieu pour que les chrétiens puissent se célébrer. Le bâtiment dans lequel nous sommes fait 1600 mètres carrés, et dedans il y a une chapelle qui est derrière moi, plus quelques salles de réunion, plus des logements pour des jésuites et pour des étudiants qui sont en colocation ici. Et puis on s'est dit en même temps, sur ce lieu-là, ça peut être une opportunité formidable pour être un lieu de dialogue entre l'Église et le monde scientifique. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, on croise des aumôneries d'étudiants, donc celle de Centrale, celle de Normal Sup, Paris-Saclay. Nous, on est la communauté chrétienne de Centrale Supélec et on se réunit ici tous les mercredis soirs pour les soirées d'aumônerie. Et donc, par exemple, ici, on est en train de cuisiner. Donc, ce qui est prévu généralement, c'est qu'on commence par la messe, qui est donnée par nos aumôniers jésuites. Puis ensuite, on se réunit pour un repas partagé qu'on cuisine nous-mêmes. Merci. Et puis après, on a la chance d'avoir un temps d'enseignement ou un temps de prière. La plupart des étudiants ont pris en compte de manière forte l'impératif écologique. Quand je vois les choix qu'ils font au niveau professionnel, beaucoup veulent s'orienter vers des domaines qui sont touchés aujourd'hui par les évolutions nécessaires. Et puis, à l'autre bout, je dirais, de l'arc-en-ciel, il y en a quelques-uns qui vont être paniqués, qu'on va trouver chez ce qu'on appelle les déserteurs, des gens qui considèrent que tout usage de la technique est mauvais et qu'au fond, tout ce qu'on leur a appris pendant 5 ans est moralement mauvais et qu'il faut aller faire complètement autre chose. Mais je dirais, chez les chrétiens, on en a très peu.
parce que je crois qu'il y a une forme d'espérance que l'homme est capable, avec son savoir-faire, de passer un certain nombre de choses. Ça ne veut pas dire que la technique résoudra tout, mais entre la technique et les modifications de comportement, on espère qu'on va y arriver. Je m'appelle Corentin, donc je suis parisien, j'ai 30 ans, je suis en master à Centrale Supélec. Master en aménager et construire pour la transition écologique, pour étudier donc, les nouvelles technologies qui nous permettront de réduire nos émissions carbone. Les écoles d'ingénieurs sont sensibilisées aux problèmes écologiques, on en parle, et aujourd'hui on écoute ces problématiques. On parle beaucoup d'écologie dans mon cursus à Centrale. Typiquement, on a beaucoup d'ateliers, ce qu'ils appellent des ateliers de pratique de l'ingénieur, où on nous apprend à être des ingénieurs responsables, éthiques, vis-à-vis des autres et vis-à-vis de l'environnement. Oui, je me sens concerné par l'écologie, autant l'écologie, prendre soin de l'environnement, de la nature, que de prendre soin finalement de la nature humaine. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Donc voilà, dépasser l'écologie au sens simplement le réchauffement climatique, même si c'est très important évidemment. Mais voilà, essayer de tendre vers une vision plus juste de la création au sens large, donc qui englobe les êtres humains aussi. Donc. Au sein Théâtre de Chardin, on ne peut pas ne pas parler d'écologie intégrale dans un bâtiment qui est en bois, en ossature mixte bois, et on la vit. Martin, qu'est-ce qui t'interpelle dans les images qu'on vient de voir, là, tout ce qu'on a entendu de la part des étudiants et du père Degoul? C'est vrai que c'est très intéressant et ça pose beaucoup de questions parce que voilà, le père Degoul l'a dit dans son propos. En fait, c'est l'État qui a décidé de rassembler toutes ces universités sur ce plateau qui, à la base, c'était des terres agricoles parmi les plus fertiles d'Europe. Et voilà, et on a bétonisé des centaines et des centaines d'hectares pour rassembler toutes les universités des écoles qui existaient déjà par ailleurs en région francilienne, pour les rassembler au même endroit, afin d'en faire un lieu qui soit compétitif à l'échelle mondiale. Donc ça pose une question. Et après, lui, voilà, il pose la question de que fait l'Église dans tout ça. Et je pense qu'en effet, la question de la présence d'Église me semble importante. Mais après, voilà, il ne faut pas être naïf. Dans Laudato Si, le pape François, il nous dit que voilà, les justes milieux retardent seulement un peu l'effondrement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un juste milieu quand on a un bâtiment certes éco-conçu, mais au milieu de tout ce béton qui a tué des terres fertiles. Donc je pense qu'il y a vraiment une question de posture, d'enjeu, comment est-ce qu'on accompagne, comment est-ce qu'on dialogue. Et voilà, et juste pour terminer, moi je trouve le père Degoul un peu dur sur les déserteurs, il parle de panique. Oui. Alors je pense que dans la survie des espèces, quand même, celles qui ont paniqué face au danger sont peut-être celles qui ont le mieux survécu, finalement. Je pense qu'il n'y a pas de mal à paniquer quand on voit l'ampleur de la catastrophe qui s'annonce. Et moi, j'ai plutôt envie de parler de leur courage et de leur audace, de quitter le sérail dans lequel on les a mis, de renoncer à des postes prestigieux, à des salaires conséquents, pour pas abandonner, à mon avis, tout ce qu'ils ont appris, mais le mettre peut-être au service d'autres choses, d'autres manières, plus en cohérence, avec une relation peut-être plus ajustée avec l'ensemble du vivant. Donc, bon, pour moi, ça pose énormément de questions, mais je vois plus de questions que de réponses, en tout cas. Ok, Sœur Noélie, je te vois acquiescer pendant que Martin parle. Oui, Est-ce que tout tu à es d'accord? fait. Dans ce qui a été dit et ce que Martin vient de dire aussi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est cette tension entre rester à l'intérieur du système pour le transformer de l'intérieur ou déserter. Et je pense que c'est une tension qu'on va devoir tenir et assez longtemps parce que, et effectivement, je trouve aussi un peu durci ce qui a été dit concernant ceux qui désertent et surtout de lier cela à la foi. Je pense que c'est un peu dangereux parce que moi, dans mon travail, j'ai interrogé des personnes en conversion écologique. Et il y a beaucoup de jeunes chrétiens, pas que des jeunes d'ailleurs, qui désertent. Donc ce n'est pas parce qu'on a la foi qu'on reste et que ceux qui partent, ce sont ceux qui n'ont pas tellement la foi. Et souvent aussi, nous chrétiens, nous convoquons assez rapidement l'espérance. Je pense que l'espérance chrétienne est vraiment le courage de prendre sa responsabilité. Et cela ne doit pas être une fuite en avant. Et donc, avant de parler d'espérance, peut-être il faut vraiment prendre la mesure de l'urgence de cette crise. Parce que
de temps en temps, quand même, je suis chrétienne et je me dis, parfois, nous, chrétiens, on brandit assez rapidement l'étendard de l'espérance. Et je me demande si cela nous permet vraiment d'entendre profondément le cri de la terre et le cri des pauvres. Un très grand merci, Sœur Noélie Martin, d'avoir été avec nous pour cet épisode sur l'écologie et la technique. Merci à vous de nous avoir suivis. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Génération Laudato Si.